Vous êtes sur la radio numéro 1 sur l'info, le sport, le journal du mondial à 6h15. La parole vous sera donnée à 6h30 avec Jérôme Kouakou. Aujourd'hui, vos solutions pour rendre notre cadre de vie moins inquiétant. Un invité du jour, M. Konaté Drissa, il est secrétaire général de l'organisation du corridor Abidjan-Lagos et l'angle incarné sera le sujet de santé au quotidien avec Djenebou Karamoko. Avant tout ceci, c'est le journal, le grand format avec vous, Denise de la Fafiette, bonjour. Bonjour Thierry Angeval, bonjour à tous. À la une de cette édition, une réunion d'urgence du Conseil national de sécurité va se tenir aujourd'hui au palais présidentiel en vue de prendre des décisions immédiates pour continuer à soulager les populations victimes des inondations. À son retour précipité de Paris, le chef de l'État Alassane Ouattara apporte tout son soutien aux sinistrés. Les travaux d'urgence sur la digue du barrage écrêteur de crue de Bonoumen ont démarré hier mercredi au lendemain de la forte pluie qui ont donc causé d'énormes dégâts à Abidjan et à l'intérieur du pays. Dans un spectaculaire retournement, le président américain Donald Trump a signé hier mercredi un décret pour éviter la séparation des familles de migrants ayant franchi légalement la frontière avec le Mexique. Et c'est le journal que vous suivez sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Le président Alassane Ouattara présente ses condoléances aux familles des victimes et souhaite prompt rétablissement aux blessés des pluies diluviennes qui se sont abattues dans la nuit de lundi à mardi dans la capitale économique ivoirienne. Pluies qui ont fait 18 morts à Abidjan, un à Tiassalé, un à Guibérois. En visite en privé en France, le chef de l'État a écourté son séjour hier mercredi pour rentrer au pays en vue d'apporter sa solidarité et sa compassion aux victimes. Alassane Ouattara appelle par ailleurs les populations au respect des consignes de sécurité et d'interdiction données contre les installations dans les zones à risque. Une réunion du Conseil national de sécurité va se tenir aujourd'hui pour prendre des décisions immédiates en vue de soulager les populations. C'est ce qu'a annoncé le président de la République. On écoute. J'appelle chacun de nos compatriotes à respecter les consignes de précaution et d'interdiction érigées contre les installations anarchiques d'habitation dans les zones à risque. De même, les constructions réalisées dans les bassins d'orage sur les ouvrages de drainage et d'assainissement devront être détruites. Mes chers compatriotes, la Côte d'Ivoire est là, debout, solidaire et rassemblée face à ces événements tragiques. Les décisions immédiates, en plus de celles qui ont déjà été prises par le gouvernement, seront prises en vue de continuer de soulager les populations. C'est un moment douloureux et j'en appelle au rassemblement de tous les Ivoiriens et la compassion à tous. Nous ferons en sorte de continuer au niveau du gouvernement de tout faire pour protéger les populations vulnérables. Et je compte sur le sens du civisme de chacun de nos compatriotes et surtout de tous, y compris les populations vivant en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, et le président guinéen présentent également ses condoléances à la Côte d'Ivoire suite à la perte des personnes qui ont péri dans les inondations provoquées par ces pluies. Le ministre, directeur de cabinet du président de la République de Guinée, Ibrahim Khalil Kaba, a été reçu en audience par le chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly, hier mercredi. Et les travaux d'urgence sur la digue du barrage écrêteur de crue de Bonoumen ont démarré hier mercredi au lendemain de la forte pluie. Cette voie est fermée à la circulation pour éviter d'éventuelles catastrophes car la pluie a entamé une partie de cette infrastructure. Les explications de Bamba Boubacar, il est le directeur général adjoint de l'ONAD, c'est l'Office national d'assainissement et de drainage. Nous avons assisté à un phénomène exceptionnel en termes d'épisodes pluvieux. Nous avons enregistré pour la seule commune de Cocody une hauteur d'eau de 200 mm, alors que en temps normal, pour tout le district d'Abidjan, nous avons 600 mm de hauteur d'eau par mois. Et ceci dans le mois le plus pluvieux, c'est-à-dire le mois de juin. Par rapport à ce phénomène exceptionnel, nous avons assisté à un débordement des eaux et ces eaux ont attaqué la digue, les talus, la terre a été emportée.
Donc la digue a été fragilisée. Du fait des constructions illicites dans la zone inondable du bassin, vous ne disposez plus de ce volume d'écrêtement et donc par suite l'eau passe par-dessus la digue. Le comité interministériel de gestion des catastrophes s'est réuni au lendemain de la forte pluie qui s'est abattue sur la Côte d'Ivoire avec d'importants dégâts. Les ministres de l'Intérieur, de la Santé, de la Solidarité, de la Construction, des Infrastructures et de la Communication vont soumettre des propositions au Premier ministre afin d'apporter une assistance continue aux victimes de ces pluies et surtout pour anticiper toute catastrophe éventuelle avec une forte implication des forces de sécurité. Et Denise, autre sujet, la 18e édition de la Journée mondiale des réfugiés a été célébrée ce jeudi. A été célébré donc plutôt hier, mercredi 20 juin 2018 et placée autour du thème avec les réfugiés. Cette rencontre organisée par le HCR et le ministère des Affaires étrangères a été donc l'occasion d'engager les parties prenantes pour l'amélioration des conditions de vie des réfugiés. Et bien pour Tony Bayabo, porte-parole du collectif des réfugiés, de nombreux défis restent à relever pour leur plein épanouissement. Il invite ses pairs à l'optimisme. Les réfugiés lancent un appel à la communauté internationale et aux Nations Unies pour leur demander d'accompagner nos pays d'origine à la recherche de la paix durable afin d'éviter les conflits internes. Chères sœurs et frères, réfugiés en Côte d'Ivoire, soyons forts, courageux et surtout unis. Nous partageons tous les mêmes peines et le même problème. Ne tendons pas la perche à ceux qui nous divisent. Serrons-nous les mains. C'est l'union qui fait la force. Respectons-nous, aimons-nous les uns les autres. Nous avons certes tout perdu, mais nous ne devons pas perdre notre dignité. Que la cohésion sociale soit notre marque de confiance et la solidarité notre identité. La plateforme de partenariat public-privé de la filière café-cacao tient depuis hier mercredi à Yamoussoukro une assemblée plénière. L'objectif de cette rencontre, qui est à sa 7e édition, est de faire le point des activités et échanger sur les sujets d'actualité de la filière. Le compte rendu de notre correspondant dans la région, Seydou Koulibaly. Pendant 3 jours, environ 400 participants du secteur public-privé constitués des ministères et des institutions, mais également du secteur privé, feront le point des activités avant de partager les résultats des projets et des programmes exécutés dans le cadre de la plateforme de partenariat public-privé. La filière connaît quelques difficultés ces dernières années. C'est donc une rencontre importante, a estimé Bredoumi Soumaïla, directeur général des productions et de la sécurité alimentaire au ministère de l'Agriculture. Cette édition arrive à un temps où la filière fait face à, entre autres défis, le défi de la chute des prix. Nous avons créé une dynamique dans le secteur café-cacao, notamment le café et le cacao. Nous avons amélioré la productivité. L'objectif aujourd'hui, c'est comment maîtriser cette production, augmenter la production à la qualité de nos productions. Au niveau de la production cacaoyère, notre pays a atteint la barre des 2 millions et l'objectif, selon le directeur général du Conseil Café-Cacao, est de maintenir ce niveau de production et aborder ainsi les autres problématiques liées à la transformation et à la consommation des produits. Brahima Kone. Ce n'est pas seulement la limitation de la production qui va changer quelque chose. Il faut des actions avec les producteurs qui sont en Afrique de l'Ouest et qui produisent beaucoup. Avec le Cameroun, le Nigeria, avec ces 2 pays, nous ferons à peu près 73% de l'offre mondiale. La plateforme de partenariat public-privé a été instituée pour fédérer les efforts du secteur public-privé afin d'apporter des réponses aux grandes problématiques de la filière au profit des producteurs de tous les acteurs des chaînes de valeur du café et du cacao. Seydou Koulibaly, Yamoussoukro, Radio Côte d'Ivoire. Et la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique organise depuis le 17 juin et ce jusqu'au 17 juillet prochain 2018 des campagnes régionales de sensibilisation sur la problématique du recouvrement des amendes. Bouaké, la capitale de la région de Béké, est la première étape de ces campagnes qui vont s'étendre aux villes de Korogo, Man, Gagnoa et à Bangourou. Objectif, accroître le niveau des recettes non fiscales issues du recouvrement des amendes judiciaires et forfaitaires qui sont estimées à près de 13 milliards de francs CFA. Le compte rendu de Patrick Nguesson-Imbois.
Les amendes judiciaires et forfaitaires non recouvrées représentent près de 13 milliards de manque à gagner au niveau de la trésorerie de l'État de Côte d'Ivoire de 2012 à 2017. Pour y remédier, un séminaire atelier avait réuni les acteurs intervenant dans le recouvrement à Yamoussoukro afin de définir de nouvelles stratégies. Pour cette première étape, c'est Bouaké qui a été choisie et elle n'a pas failli du fait de la grande mobilisation autour de cette problématique. L'objectif majeur visé par ces campagnes est donc l'accroissement au niveau des recettes non fiscales issues du recouvrement des amendes. Et l'atteinte de cet objectif passe inexorablement par une collaboration franche et efficiente entre les différents acteurs. Elle requiert également une forte sensibilisation des populations. Toute chose qui devrait amener tout un chacun à prendre conscience et à jouer pleinement sa partition. Après Bouaké, ce sont les villes de Korogo, Man, Gagnoa et Abangourou qui accueilleront cette caravane. Patrick Nguessa-Imbois, Radio Bouaké pour Radio Côte d'Ivoire. Et restons toujours dans la région du Bélier. Tibissou a abrité la célébration de la journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse. Cette année, le thème retenu est « La terre a de la valeur, investissez-y ». Une journée pour sensibiliser le public sur les efforts internationaux de lutte contre la désertification. L'édition 2018 a mis un accent particulier sur la gestion durable des terres comme moyen de régénérer les économies, de créer des emplois et de revitaliser les communautés. Richemont Assier a créé coordonnateur du programme national de lutte contre les changements climatiques et point focal au niveau des Nations Unies qu'on écoute. La nature nous offre tout. Elle nous offre gîte et couvert. Elle nous offre également tout ce que nous pouvons avoir comme espérance de vie. Nous avons abusé de nos ressources naturelles. Nous avons abusé de notre sous-sol. Nous avons abusé même de nos ressources en eau. Aujourd'hui, le climat, il est devenu déréglé. Aujourd'hui, lorsque nous parlons de réchauffement climatique, dérèglement climatique, dans ces zones, il ne pleut quasiment plus et c'est vraiment de plus en plus difficile pour les secteurs. L'agriculture souffre. Même la gestion des ressources en eau souffre. Nous avons même beaucoup de difficultés en matière même d'approvisionnement. La sécurité alimentaire est un véritable défi. Alors, il nous faut aujourd'hui rendre à la nature ce qu'elle nous a toujours fait comme bien. Il nous faut l'accompagner et lui donner une nouvelle vie, une nouvelle nature. Nos générations futures nous regardent. Si nous ne leur laissons rien, elles vont nous en vouloir et elles vont nous reprocher de leur avoir mis sur une planète qui soit assez hostile. Et pour cela, il nous faut agir plus vite. Et précisons qu'une centaine d'arbres ont été plantés sur une superficie d'un demi-hectare dans la région par les autorités politiques et administratives de Tibissou. Et les agents interministériels du ministère des Affaires étrangères projettent une grève le 22 juillet prochain. Ils protestent contre une réforme du ministère qui met fin aux affectations du personnel interministériel au profit des Ivoiriens vivant à l'étranger. Les agents et fonctionnaires de l'État réclament également des primes, nous dit Régis Kofi. Les agents administratifs et techniques du ministère affectés autrefois dans les ambassades ivoiriennes à l'étranger ne le seront plus. C'est ce qui est à la base de leur colère. De plus, ils réclament des primes sur les recettes du ministère. Le secrétaire général adjoint du syndicat du personnel administratif et technique des affaires étrangères de Côte d'Ivoire, Kéké Maxime. Il y a eu la réforme qu'on appelle la carte diplomatique, où les ambassades ont été classées par catégorie, qui prévoit des agents dans ces ambassades. Cette réforme devait, je crois, rentrer en vigueur cette année. Malheureusement, le ministre Amontanou nous a dit clairement qu'il ne peut pas appliquer cette réforme. Depuis 2016, il existe un décret et un arrêté pour nos primes. Et notre ministre, jusque-là, n'a pas encore pris d'arrêté pour nommer le régisseur des finances. Un régisseur sera nommé très bientôt pour le paiement des primes. C'est ce que dit la hiérarchie. On annonce que cette décision concernant les affectations est due à une contrainte budgétaire. D'ailleurs, l'affectation des agents interministériels n'est pas prévue dans les dispositions légales. Léon Kakou-Wanja, secrétaire général au ministère des Affaires étrangères. Les contraintes budgétaires et financières de l'État imposent de nouvelles mesures dictées par l'État, notamment la fin de l'affectation du personnel interministériel au profit du recours au recrutement local parmi les membres de la diaspora ivoirienne. Le mouvement diplomatique concerne les diplomates. Aucune disposition législative et réglementaire ne prévoit l'affectation du personnel interministériel dans les postes diplomatiques et consulaires à l'étranger. Les portes des responsables du ministère des Affaires étrangères restent ouvertes pour la poursuite de la discussion. C'est ce qu'a dit le secrétaire général. Et sans transition, nous allons à l'international avec cette information aux États-Unis.
Dans un spectaculaire retournement, le président américain Donald Trump a signé hier mercredi un décret pour éviter la séparation des familles de migrants ayant franchi légalement la frontière avec le Mexique. L'administration américaine était sous le feu des critiques, tant au niveau national qu'international, alors que plus de 2300 mineurs ont été séparés de leurs parents en 5 semaines. Voici qui m'a fait à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Vous êtes sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. C'est Radio Côte d'Ivoire. Merci à Denise de la Fafiette pour le journal. Nous allons bien vous proposer un autre. Ce sera le journal du mondial. Et nous sommes en compagnie de Koulibaly Ladji-Sendou, bonjour. Et bonjour Thierry Rangeval, bonjour à tous. Toute l'actualité du mondial des nations de football, c'est maintenant. Cela fait 7 jours exactement que la Russie abrite la 21e édition de cette Coupe du Monde. Et déjà l'Afrique est lâchée par 2 de ses ambassadeurs, à savoir le Maroc et l'Égypte. Le Maroc de Hervé Renard a été battu pour la 2e fois hier, cette fois par Cristiano Ronaldo et le Portugal 1-0. Le Portugais du Real Madrid a inscrit son 4e but en 2 matchs, son 85e en sélection. C'est un record. Et puis, c'est officiel également l'élimination de l'Égypte après la défaite de l'Arabie Saoudite 1-0 hier face à l'Uruguay. Retrouvons à présent Rachungé Sankwasi, l'envoyé spécial de Radio Côte d'Ivoire en Russie pour les échos de ce mondial, et c'est dans le journal du mondial. Petit à petit, le mondial rend son verdict. Les premiers qualifiés sont connus, la Russie et l'Uruguay. Le Portugal a un pied dans la zone du sprint. L'Espagne aussi. Tous deux totalisent 4 points. Appelés respectivement à jouer pour le strict minimum, tout se jouera lors du dernier match de poule. Et pendant ce temps, chacun vit à sa manière le mondial, le cas de notre équipe de reportage. Tout ce mercredi, pour aller suivre le match Portugal-Maroc, nous quittons notre appartement pour le stadium Luzinski ou le stadium de Lénine. Au niveau du souterrain, on annonce un monde fou. Il faut donc aller au plus pressé. La réunion de rédaction quotidiennement tenue à notre appartement est improvisée en plein métro. Abidjan aura le sien. En 2020, un avant-goût se fera le bien. On prépare notre reportage. Silence, même s'il y a le moteur qui ronronne. Salif, qu'est-ce qu'on peut retenir ce jour? C'est le match du Maroc et c'est d'une importance capitale parce que le Maroc a perdu son premier match et là on va au stade de Luziniki pour pouvoir couvrir le deuxième match face au Portugal de Cristiano Ronaldo. Donc il va falloir forcément faire des plateaux en situation et puis sûrement l'ambiance des supporters marocains qui sont ici à Moscou depuis le début de la compétition. Je pense que si on ressort ces 2 événements par rapport au match, je pense que la journée est gagnée. La fréquence de 2 ou 3 minutes de métro, ça ne vous perturbe pas, hein? Non, on s'habitue, on essaie de s'habituer. On se part maintenant pour une autre station proche de nous. Kitaïgourod, le quartier des affaires. Et Fernand, vous êtes prêts, vos batteries sont intactes pour un bon tournage, hein? Oui, pour le moment, il n'y a pas de souci, tout se passe bien. Avec Salif, on forme une bonne équipe. On essaie de faire le possible, le mieux, pour faire plaisir aux Ivoiriens qui sont au pays et partout dans le monde, quoi. La caméra fonctionne comme vous le voulez. 5 sur 5. Nous posons pied au 6e étage, en dessous, sur tapis roulant. De plus de 500 mètres, nous atteignons l'espace de Luzinski. Chers spectateurs, bienvenue au stade Luziniki.
Pour passer le tourniquet d'entrée, préparez s'il vous plaît votre billet. Veuillez vérifier la correspondance du numéro du bloc sur le billet et celui du tourniquet d'entrée. Tout est en place. Le stadium de Luzhenski, capacité 103 000 places assises, le plus grand stade de la Russie, le stade olympique. C'est lui qui a accueilli le match d'ouverture et se prépare pour la finale. Ce stade regorge en son sein 37 ascenseurs. Voici le Media Center, au 3e étage. C'est avec 720 positions d'Internet qui crée notre décor impressionnant. Venus en grand nombre par vols spéciaux, nos amis marocains qui auront réussi l'opération d'Abidjan échouent ici à Moscou. Leur équipe est battue. Le Maroc tombe devant le seigneur Cristiano. Cette défaite est relativisée par certains Marocains. La Coupe du Monde est devenue le quotidien des Russes. À la fin du match, près de 80 000 spectateurs se ruent sur le métro. C'est la descente aussi des travailleurs. Le bouchon humain y est de mise. On reprend notre métro après 30 minutes d'attente pour une traversée qui ne durera qu'1 h 30. Notre train à nous est dans le train tous les matins, le métro. Mondial Russie 2018, Moscou, où l'on dit ceci: Esta, Trajnik, Footballa, tradition, c'est la fête de football. Rachid Sankwasi, Radio Côte d'Ivoire. Au programme ce jeudi, on aura respectivement à 12h et 15h Danemark, Australie et France-Pérou. 2 matchs du groupe C, et à 18h l'Argentine de Lionel Messi après son nul contre l'Islande sera l'épreuve de la Croatie dans la poule D. Un match à vivre sur Radio Côte d'Ivoire et la page live de RTI Sport. Prochain rendez-vous du mondial sur nos antennes, c'est à 7h20 avec Fernand Kouakou dans la matinale du mondial. Merci, Anjoal. Merci à vous, Koulibaly Ladi Sindou. Merci pour toutes ces informations. Il a dit le retour de l'actualité du mondial. Ce sera sur le cours de 7h20.